SPAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marquez Ratti. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cette semaine, on va parler du stress du déménagement. Déménager zen, c'est possible. On en parle avec Carole Serra, qu'on connaît bien ici sur Sud Radio. Sophrologue à l'hôpital Bichat, elle anime la Minute Zen dans le Grand Matin Week-end. Et elle va tout nous dire pour déménager sereinement. 254 000 €, c'est le chiffre de la semaine. À quoi il correspond? La réponse tout à l'heure avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Le plan local d'urbanisme, le fameux PLU à consulter avant d'acheter, ce sera le thème du coaching immobilier de Corinne Joly en seconde partie d'émission. Le bien coup de cœur sera présenté cette semaine par Caroline Latour, consultante immobilier chez Efficity avec Caroline, destination Mâcon aujourd'hui. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Cette semaine avec Fred, on verra pourquoi on doit immatriculer sa copropriété, mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. On commence ce journal, Marc, avec une étude qui révèle que les Français ont investi en 2020 près de 5 000 € pour se sentir mieux chez eux. Les confinements et le couvre-feu ont renforcé l'envie des Français de se sentir bien chez eux. C'est l'une des conclusions de l'étude réalisée par l'Institut CSA pour le compte de la Société de crédit à la consommation Cofidis. On y apprend que 48% des Français ont effectué des travaux ou des aménagements chez eux au cours de l'année 2020, tandis que 19% d'entre eux envisagent de le faire dans les mois à venir. Côté budget, les sondés ont consacré en moyenne 4 772 € à ces travaux ou à ces aménagements. On poursuit ce journal avec les punaises de lit. Il paraît que les Français en ont été moins victimes en 2020, on ne va pas s'en plaindre. En 2020, près d'1 300 000 personnes ont quand même été victimes de punaises de lit. C'est 330 000 de moins qu'en 2019. Cette baisse, elle s'explique évidemment parce qu'on a beaucoup moins voyagé en 2020 à cause de la crise sanitaire. Concrètement, on a emmené avec nous moins ces petites bestioles souvent invisibles à l'œil nu. Philippe, on va terminer ce journal avec l'histoire de la semaine et aujourd'hui vous nous racontez l'histoire de ce couple de squatteurs toulousains qui s'est introduit cette semaine dans un logement déjà occupé. Oui Marc, cette histoire s'est passée dans la nuit de lundi à mardi à Toulouse. En pleine nuit, un couple est entré par effraction dans un appartement en brisant une fenêtre. L'homme et la femme se sont ensuite rendus dans une chambre, se sont tranquillement installés dans un lit. Et vous imaginez la suite, mon cher Marc. Surpris par des bruits étranges, le locataire de l'appartement qui dormait dans une autre chambre a cru qu'il s'agissait de cambrioleurs. Il a alerté la police qui a dépêché sur place plusieurs patrouilles. Le couple de squatteurs a été interpellé. L'un d'eux a expliqué aux policiers, accrochez-vous bien, qu'il était persuadé que le logement était inoccupé car sa propre mère y vivait encore très récemment. Ça vous est jamais arrivé, ça, Marc? Ça fait penser à Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oui. Cette histoire. Merci beaucoup, Philippe. Tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Et dans le Mac de la semaine, ça va déménager aujourd'hui, mais déménager zen. Et déménager zen, et elle est avec nous, Carole Serra, notre amie Carole Serra, qui est sophrologue à l'hôpital Bichat, qu'on connaît bien ici à Sud Radio, parce qu'elle anime la Minute Zen avec vous, Philippe David, chaque samedi matin sur Sud Radio. Bonjour Carole Serra. Bonjour Marc, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, pourquoi un déménagement peut représenter un choc émotionnel fort, Carole? Bien, car en vidant vos placards, vos armoires, vos penderies, vous videz non seulement vos objets, mais vous vous replongez dans des souvenirs, les bons comme les mauvais, vous revisitez votre passé. Et c'est vrai que c'est une période de grande sensibilité, car trier, c'est forcément laisser une partie de soi. Et changer de foyer, ça peut être vraiment une période d'instabilité émotionnelle, même si c'est dans la même ville ou région. Donc, essayez de vous détacher de ce côté émotionnel et au contraire de développer la tranquillité, une énergie positive qui doit absolument primer dans l'organisation d'un changement de maison. Voilà pourquoi le contrôle de vos émotions, c'est fondamental pour éviter le stress d'un déménagement. Alors pour rester zen, faites le choix d'emballer vos cartons sans trop vous poser de questions pour être rapide et efficace. Alors Carole, dites-nous tout. Est-ce qu'on déménage en écho à un changement qui intervient dans nos vies? Bien sûr, très très souvent. Déménager, c'est changer de vie, surtout après une séparation, et c'est une très bonne chose. C'est aussi s'agrandir pour l'arrivée d'un enfant,
et ça c'est pour le mieux, c'est aussi faire le vide, une bonne chose en soi, car faire le tri de vos affaires, c'est une étape nécessaire pour se sentir plus léger. Alors je sais que beaucoup de personnes éprouvent des difficultés à se séparer de leurs objets, craignant d'être dépossédés de leurs souvenirs, et s'en débarrasser, ça oblige à revisiter son passé, à faire un trait dessus. Surtout si c'est en raison d'une superficie plus petite, on doit renoncer à certains meubles. Bon, mais ce saut vers l'inconnu peut aussi se solder par un atterrissage en douceur. Et comme un sportif de haut niveau, n'est-ce pas Philippe, il faut se préparer pour être le gagnant de cette épreuve. D'ailleurs, Marc, quelques chiffres. D'après l'officiel du déménagement, 17% des personnes stressées reportent à plus tard le déménagement, et pour 83%, ce sont les femmes qui sont les plus stressées, et oui, contre 73% des hommes. Alors les situations les plus stressantes quand on déménage sont 61% suite à une séparation ou un divorce, ça se comprend, 87% après un licenciement. Par contre, 78% des Français font confiance à un déménageur professionnel. Voilà une bonne nouvelle. Effectivement. Quels sont les symptômes d'une dépression avant de déménager ? Alors, on observe beaucoup de problèmes de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'on rumine la nuit, on a du mal à s'endormir. C'est le mal du siècle. Hein. Ou bien, on se réveille en pleine nuit, on est angoissé, submergé par nos émotions. Ce sont des signes presque de déprime, de dépression. Et en post-déménagement, certaines personnes ont des peurs face à la nouveauté, au nouvel environnement. Il y a des idées sombres qui peuvent apparaître. Elles restent chez elles, elles veulent plus sortir. Un comportement vraiment antisocial s'installe. Alors, Carole, comment on se soigne contre le stress du déménagement ? Alors, 5 conseils. En 1, on anticipe positivement son déménagement. Ça, c'est fondamental pour passer cette épreuve et minimiser le stress. On fait les bonnes démarches administratives, on se pose les bonnes questions. Quelle école, quelle crèche pour mes enfants ? Voilà, ça évite le rush des derniers jours et on s'achète ainsi un peu de tranquillité. En 2, en couple, il ne faut pas se disputer. Il ne faut pas laisser l'anxiété s'emparer de la situation. Au contraire, développer de la patience, de l'empathie, de la compréhension envers votre conjoint qui peut être un peu stressé, ça se comprend. En 3, c'est important, vous le disiez tout à l'heure, de se créer une bulle de bien-être pour se sentir bien chez soi. Alors, on décore notre nouvelle habitation, la rend plus accueillante, confortable, rassurante. Et en 4, eh bien, on devient plus sociable. C'est important, on participe à la vie de notre nouveau quartier, on découvre les bonnes adresses du coin, on essaye de se faire de nouveaux amis, voilà, on fait connaissance avec ses voisins. Tout ça, ça rend beaucoup plus zen. Et surtout, pour finir, on apprend à se détendre avec des activités comme le yoga, la méditation et la sophrologie, puisque c'est mon métier. Alors justement, puisque vous êtes sophrologue, notamment à l'hôpital Bichat à Paris, y a-t-il un exercice justement pour aider les gens à déménager zen ? Eh bien, en sophrologie, on utilise beaucoup la visualisation créatrice pour anticiper les situations anxiogènes. Et là, on va se projeter. Après le déménagement, on arrive dans notre maison du bonheur, en musique. Voilà, imaginez la maison du bonheur. C'est la maison dans laquelle vous venez d'emménager. C'est une maison accueillante, heureuse et lumineuse qui vous attend. Ici, tout respire le bien-être et la tranquillité. Vous êtes entouré d'objets que vous aimez, de couleurs chatoyantes qui vous apaisent. Respirez les parfums agréables dans l'air environnant. Et la nuit, votre sommeil est profond, réparateur. Et le matin, vous vous réveillez en pleine forme. C'est votre maison du bonheur dans laquelle tous vos souhaits se réalisent. Imaginez que vous transmettez ce bonheur à tout votre entourage. Et oui, votre bonheur est contagieux.
si agréable d'emménager dans la maison du bonheur, votre maison. Eh bien, écoutez, ma chère Carole, je crois que vous nous avez zénifié déjà sur le plateau. Vous savez, quand on fait les coachings, entre Carole Serra, c'est le coaching d'eau, et avec Corinne Joly, c'est le coaching de feu. Ça se mélange bien toutes les deux. En tout cas, grâce à vous, Carole Serra, grâce à vous, on va pouvoir maintenant déménager, l'esprit libéré de toute angoisse. Merci beaucoup, Marc. Je le souhaite de tout cœur. Mais je vous en prie, vous êtes la bienvenue quand vous voulez dans On parle IMO, on aurait bien besoin de vous. Je rappelle que vous êtes sophrologue à l'hôpital Bichat, spécialiste du stress, et qu'on retrouve tous vos conseils chaque samedi dans la Minute Zen, dans le Grand Matin Week-end avec Philippe David, et sur votre site carolserra.com. Bonjour Michel Echeneau. Bonjour Marc, bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Comment ça va ? Ben ça va bien, alors elle vous a fait du bien Carole Serra là ? Ah, je suis dans le bonheur le plus total là, je plane, je zen là. Bon, super. Alors, mon cher Michel, rédacteur en chef à Se Loger, avec vous, on découvre le chiffre de la semaine, 254 000 €. Mais à quoi ça correspond ? Eh bien, 254 000 €, c'est le budget que consacrent en moyenne les milléniaux à l'achat de leur premier logement. Alors, Michel, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les milléniaux ? Alors, bien sûr, Marc, techniquement, on parle ici des jeunes âgés de moins de 35 ans. Ah, ça fait bien longtemps pour vous, Marc. Hein. Oui. Mais, faites bien de le rappeler. Vous êtes bien taquin. Oui, c'est toujours mieux quand même. Hein. Ouais, exactement. On les appelle aussi les digital natifs car ils ont grandi entourés d'outils numériques, ordinateurs, tablettes ou encore smartphones. Alors, Michel, qu'est-ce qui les pousse à devenir propriétaires pour la première fois ? Ce qui les motive, c'est ce qui motive les jeunes primo-accédants, ce sont bien sûr l'évolution de leur situation financière, mais aussi la volonté de faire un placement. Mais vous savez, Marc, la première fois, ça ne s'oublie jamais. Premier boulot, premiers apparts, premiers amours, bref, premier tout, quoi. Et vous, Marc, vous vous souvenez, vous avez invité celle qui allait devenir votre femme pour votre premier dîner en tête-à-tête. Michel, franchement, j'avoue, je m'en souviens plus du tout. Non mais attendez, c'est pas possible Marc, comment ça ? Si. Mais vous êtes sûr ? Vous ne voulez pas tenter le coup de fil à un avis ? Éventuellement. Et je me souviens d'une fois, je me suis présenté pour la première fois à une femme avec une polaire. Écoutez, ça devait être très très chaud. Hein. Oui. Mais en tout cas, connaissant votre femme, je pense que vous allez avoir quelques petits problèmes ce soir en rentrant chez vous. Je dis ça, je dis rien. La prochaine fois, ne dites rien, mon cher Michel. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Marc, merci Michel. On conseille d'ailleurs à la femme de Marc Ezrati d'écouter la Minute Zen de Carole Serra. On parle IMO, on marque une pause. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve Marc avec Corinne Joly. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Corinne, cette semaine, on s'intéresse au PLU, le fameux plan local d'urbanisme. Alors, vous allez tout nous dire sur ce document administratif, mais ça concerne qui ? Ça concerne tous les propriétaires ou tous ceux qui vont devenir propriétaires, donc les acheteurs, parce que ça va vous apprendre beaucoup sur votre commune et sur la partie où vous habitez. Et notamment, qu'est-ce que vous pouvez y construire ? Quelles sont les modifications que vous pouvez apporter à un logement existant ? Quelles activités peuvent se développer ? Bref, c'est une mine d'informations qui est souvent négligée à tort. Si vous êtes acheteur, vous avez encore plus de raisons de regarder parce que vous serez engagé par ce document et que ça peut avoir une incidence sur vos projets. Et enfin, si vous cherchez un terrain pour faire construire, alors là, c'est carrément indispensable parce que ce que vous pouvez faire construire va dépendre du PLU. Alors, attendez Corinne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas faire construire la maison de mes rêves sur le terrain que j'ai acheté ? Eh bien, ça dépend de vos rêves. Vous allez pouvoir faire construire la maison de vos rêves sous réserve que vos rêves soient compatibles avec le plan local d'urbanisme, ce qui casse tout de suite un peu le charme. Si, par exemple, vous vouliez construire une maison de 10 étages, le PLU ne vous le permettra certainement pas. Pareil pour les aménagements extérieurs, les pistes d'hélicoptère, c'est rarement autorisé. Bon, maintenant, ça ne gère pas du tout l'intérieur de votre logement. Donc, si, par exemple, vous aviez prévu de faire 6 WC pour vos problèmes gastriques, ça, il n'y aura pas de problème. Le PLU vous laissera faire. C'est quand même très sympa, Corinne. Alors, moi, en même temps, je pensais à 10 WC pour ma maison à 10 étages. Je pensais à un immeuble, quoi. Oui. Okay. Bon, plus sérieusement, Corinne, quelles sont les indications que contiennent le PLU qui peuvent avoir une incidence sur la construction d'une maison ?
Alors, elles sont assez nombreuses. La plus importante, ça concerne la constructibilité. Est-ce que le terrain est constructible? Bon, ça, effectivement, j'espère que vous avez regardé au moment d'acheter si votre terrain de 10 hectares à 5 000 euros, il était constructible. Sinon, votre maison, elle tombe entièrement à l'eau. L'autre sujet, c'est la surface constructible. Dans chaque zone d'une commune, pour une surface donnée, il y a ce qu'on appelle un coefficient d'occupation du sol, le COS. Et ça signifie que vous allez, par exemple, sur votre terrain de 500 mètres carrés, s'il y a un COS de 0,3, vous pouvez faire une maison de 150 mètres carrés, pas plus. Donc, c'est hyper important pour votre maison. Et si je respecte cette surface, alors là, du coup, je peux faire ce que je veux. Toujours pas. En fait, vous pouvez jamais faire ce que vous voulez. C'est comme ça. Donc, le plan local d'urbanisme, ça vous renseignera également sur la hauteur maximum de la construction et sur les distances à respecter entre la construction et les limites du terrain. C'est ce qu'on appelle... Attention, c'est du latin. La zone de non aedificandi. Oui, mon accent est génial. Vous avez vraiment l'accent romain. Voilà, donc par exemple, le PLU va vous dire qu'il faut 3 mètres entre votre maison et la clôture qui vous sépare du voisin. Il peut aussi vous obliger à construire sur la rue, en bordure de parcelles de rue. Donc ça peut être très contraignant. Alors effectivement, en effet, ça fait pas mal de paramètres. Du coup, comment on fait pour construire? Je vous ai découragé, je le sens. En fait, on peut rien faire dans ce pays. C'est au constructeur de la maison de vous présenter un projet qui est compatible avec tous ces paramètres, évidemment. Et parfois, ce qui est compatible, du coup, c'est pas du tout la maison de vos rêves, ou en tout cas pas complètement. Et c'est pour ça qu'avant d'acheter le terrain, il faut se préoccuper de ces questions, parce que parfois, on a des terrains qui sont juridiquement constructibles, mais sur lesquels, en pratique, on peut pas faire grand-chose. Donc, consultez le PLU, indispensable. Alors justement, Corinne, ce PLU, comment on fait pour se le procurer? Alors, ça dépend de la commune, mais c'est pas toujours hyper pratique. Il y a des communes qui l'ont mise en ligne, on les remercie. Et puis, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc là, il faut se rendre en mairie pour le consulter. En général, c'est le service de l'urbanisme. Il faut passer un petit coup de fil au préalable pour connaître les jours et les horaires d'accès, parce qu'en ce moment, c'est vite 2 heures par semaine. Donc, faites attention à ça. En tout cas, c'est un document public. Donc, vous pouvez le consulter gratuitement, ça, c'est sûr. Et si je veux acheter une maison déjà existante, je le consulte aussi? Et oui, parce que vous serez lié par les règles du PLU. Déjà, si vous-même, vous voulez faire des travaux, par exemple, si un jour vous voulez faire une extension, un ravalement de façade, tout type de travaux qui affectent l'extérieur de la maison, dans le PLU, il peut y avoir des contraintes aussi, par exemple, sur la pente des toitures, les types de tuiles, la couleur des volets. Donc, sur vos travaux, ça peut jouer. Et puis, ça peut aussi vous donner des informations sur votre environnement futur. Je vous donne un exemple. Si la maison que vous voulez acheter, elle se trouve dans une zone dans laquelle la construction d'immeubles collectifs est autorisée, vous pourriez vous retrouver un jour avec un immeuble en face de chez vous. Et ça, c'est arrivé à pas mal de gens qui avaient acheté une maison dans un petit coin sympathique et puis finalement un immeuble. Et puis il y a aussi les activités, comme par exemple, vous pouvez vous retrouver un jour avec un car wash à côté de chez vous. Ah oui, c'est pas... Voilà, ça change un peu la valeur de votre logement. Ouais. Et d'ailleurs, en même temps, vous me parlez de zone. Moi, franchement, si c'est dans la zone, j'y vais pas. Alors ça, c'est pas écrit dans le PLU, mais ça, un petit tour dans le quartier vous renseignera. C'est noté, en tout cas, merci Corinne. Le PLU, n'en jetez plus, comme dirait l'autre. Ouais. J'ai réussi à vous faire marrer. Bon, bref, merci beaucoup Corinne d'être passée par nos studios pour nous raconter le PLU. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aussi bénéficier de conseils en prenant rendez-vous gratuitement sur pap.fr avec un coach immobilier. On a avec nous ce matin Caroline Latour, elle est consultante immobilier chez Efficity. Bonjour Caroline. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Exactement, écoutez, je suis ravie de pouvoir vous présenter donc aujourd'hui un bien prestige qui se trouve sur la commune de Chevagny-les-Chevrières dans le 71. C'est un petit village en Bourgogne-du-Sud, au cœur au cœur des vignobles mâconnais, donc c'est le côté sympa. Ouais. Et pour vous situer, on a 5 minutes de la gare de Mâcon et à peine 1 heure au nord de Lyon. Formidable. Donc pour vous la présenter, donc voilà, c'est vraiment une luxueuse demeure de 400 mètres carrés habitable sur 2 niveaux. C'est une construction récente puisqu'elle est de 2017, donc vraiment aucun travaux à prévoir. Et sur un grand terrain clos d'environ 3200 mètres carrés. Et j'ai vu, il y avait même une piscine intérieure. Exactement. Alors pour vous la décrire rapidement, on a une grande pièce à vivre de plus de 76 mètres carrés, avec salon, salle à manger, cuisine ouverte, 4 grandes chambres, dont une suite parentale de 23 mètres carrés, un grand garage, et donc les gros plus, comme vous le commencez à l'expliquer, on a une salle de cinéma, un espace détente avec une piscine intérieure, et une terrasse de plus de 120 mètres carrés qui offre vraiment une vue imprenable. C'est à quel prix la cave est incluse dans le Mâconnais, j'espère. Ah, je pense. Et il y a combien de WC avec de bonnes bouteilles. Ah tiens, une question de Corinne Joly, il y a combien de WC?
Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a Ah plusieurs. ouais. C'est Il y a bon de pour nombreuses vous, salles d'eau. Donc c'est bon pour elle, c'est bon pour Philippe avec la cave. Et en plus, moi, on est sur une maison connectée, donc c'est parfait. encore mieux. Bon, alors, moi, j'attends le prix. Le prix, C'est ce qui m'intéresse. Non, alors, le prix, on est sur 885 000 euros, frais d'agence inclus. D'accord. Merci beaucoup, Caroline Latour. On rappelle que vous êtes consultante immobilier chez Efficity. On retrouve en image cette maison sur les réseaux sociaux à la fin de l'émission. On peut aussi appeler le standard si on est intéressé. Le standard de Sud Radio, 0826 300 300. Tout de suite, 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, pourquoi est-ce qu'il est obligatoire d'immatriculer sa copropriété ? Bonjour Marc. En France, les copropriétés ont l'obligation d'être immatriculées dans un registre national. Cela facilite notamment la connaissance de l'état des copropriétés. C'est l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui a la responsabilité de conserver ces données. C'est dans ce registre que les syndics de copropriété doivent établir chaque année la fiche synthétique de chaque copropriété gérée. Alors, qui est concerné ? L'obligation d'immatriculation concerne tous les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation. Qui procède à l'immatriculation ? C'est votre syndic qui procède à l'immatriculation de la copropriété sur le registre de l'Agence nationale de l'habitat. La déclaration initiale exige de fournir notamment des données d'identification du syndicat de copropriétaires, des données financières, des données sur le bâti. Ensuite, chaque année, votre syndic est tenu d'actualiser les informations, comme la mise à jour des données financières, et ce, dans les 2 mois suivant la tenue de l'Assemblée générale, au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés. Le travail initial d'immatriculation est facturé par votre syndic, mais les mises à jour annuelles sont, elles, intégrées dans les honoraires de base. Enfin, Marc, notez que l'absence d'immatriculation ou de mise à jour des données peut entraîner une astreinte de 20 € par lot de copropriété et par semaine de retard. Une réglementation de plus à suivre par votre syndic. Merci Frédéric Fougera, et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Philippe, la semaine prochaine, on va parler, devinez quoi ? De camping-car. Ah, génial. Eh oui, Parfait. parce que il y a de plus en plus de Français qui ont besoin d'évasion, de liberté, donc qui ont choisi ce moyen et qui le considèrent comme une sorte de résidence secondaire sur roue. Et qui est mobile en plus. Absolument. Donc on peut aller partout. Et bien d'ici là, bon week-end mon Bon cher Marc. week-end Philippe. Tout de suite, Bon Natacha week-end, arrive Carole. vos animaux. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.